Cassiopée 233, résidence des pires malfrats de toute la galaxie. Tous recherchés par la police galactique de l'Organisation des Planètes Unies, soit OPU, le meilleur du pire. 34 espèces différentes cohabitent sur cette planète, dont 33 très dangereuses pour l'homme. Vous êtes donc concernés. Entre les déserts frôlant les 65 degrés Celsius, les marécages aux créatures monstrueuses, les mers peuplées de monstres préhistoriques ultra flippants, et les tempêtes électroplasmiques, Cassiopée 233 est un véritable enfer. Mais un excellent endroit pour se réfugier, et leurs spécialités culinaires sont délicieuses. La police peine en effet à organiser des missions d'extraction. Avec autant d'environnements imprévisibles, elle ne souhaite pas risquer la vie de ses hommes. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Température extérieure 37 degrés. Beau soleil, avec de petits nuages tout mignons. Trop mignons. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Vic, ta présentation de Cassiopée 233 est aussi pourrie que celle d'Alpha dans Valérian et la Cité des 1000 planètes. En plus, je connais déjà tous ces détails. Oh oui, mais pas vos auditeurs. Et je te confirme donc ce que je t'ai dit, ils ont déjà assez souffert avec Valérian, pas la peine de remettre une couche avec ta présentation de Cassiopée. Ok, nous arrivons. Atterrissage imminent. Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers, Mais bon Dieu, t'es qui, toi? traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Je vous sers quoi, monsieur? Je vais prendre un verre d'eau du lac Citronnelle et une assiette de typhus, mais bien cuite, sans sauce, accompagnée de vos petits légumes de chez Julius. J'envoie! Des nouvelles de votre indique, monsieur ? Aucune, il a du retard sûrement. Ou alors il viendra pas. J'en doute, les infos que j'ai à lui revendre sont excellentes. Oh punaise, le voilà. Mon ami, comment vas-tu ? Oh, le grand et l'unique capitaine Cinemax. Ravi de te revoir et merci. Je vais parfaitement bien, à cet instant précis. Je ressens une satisfaction totale. Excellent, mais je t'en prie, assis-toi, j'ai commandé à manger. C'est quand même dingue d'avoir un restaurant aussi chic et de qualité dans une planète aussi... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu ne prends rien ? Non, je suis venu ici pour faire des affaires. Tu as tous les documents ? Bien sûr, les voici. Les infos de la semaine. Vous vous souvenez certainement du film Les Petits Mouchoirs avec Guillaume Canet, François Cluzet, Jean Dujardin, Valérie Bonneton et Marion Cotillard. Impossible en effet d'être passé à côté du phénomène ou alors comme moi, vous vous foutez royalement des comédies françaises sans âme. En 2010, la production avait réuni 5,4 millions de spectateurs dans les salles obscures, certains diront que c'était déjà beaucoup trop, et vous serez donc heureux d'apprendre qu'un deuxième opus va prochainement voir le jour. Et si je vous parle des Petits Mouchoirs, c'est parce qu'on connaît désormais le titre de ce second volet, Nous finirons ensemble. Le script est bouclé, cependant, aucune date de sortie n'a été communiquée et aucun détail sur l'intrigue n'a été dévoilé. Deuxième info, et pas des moindres, puisque je vous annonce qu'une date de sortie officielle a été avancée pour Jurassic World 3. Alors que le second opus, Fallen Kingdom, est attendu pour cet été, Universal n'a pas perdu de temps pour annoncer la mise en chantier d'un troisième volet, une trilogie donc, qui se terminera le 11 juin 2021. Et après Colin Trevorrow et Juan Antonio Bayona, c'est la scénariste de Pacific Rim Uprising, Emily Carmichael, qu'incombera la tâche de conclure cette trilogie. Info suivante, et elle concerne notre ami Pinocchio. Vous le savez, Disney souhaite adapter tous ses classiques en live action et Pinocchio sera une des prochaines adaptations que petits et grands pourront admirer une nouvelle fois sur grand écran. Et selon The Hollywood Reporter, Paul King, le réalisateur de Paddington 1 et 2, sera en charge de donner vie à la petite marionnette de bois. Le projet sera scénarisé par Jack Thorne et Peter Hage et produit par Chris Weitz et Andrew Milano. Pour l'instant, ni de casting, ni de date de sortie, mais je vous tiendrai au courant des avancées du film.
Dernière info, le script de Star Wars épisode 9 est bouclé et J.J. Abrams, le réalisateur, a confirmé que le tournage du film débutera fin juillet pour une sortie en salle le 18 décembre 2019. Et en parlant de scénario, sachez que le cinéaste Danny Boyle travaille actuellement avec John Hodge sur le script du 25e volet des aventures de James Bond. Cependant, le réalisateur de Trainspotting n'est pas sûr de pouvoir mettre en scène l'agent 007 pour autant. La seule condition est que les studios acceptent son scénario, sinon Boyle passera son tour. Les sorties de la semaine. Pendant que tu analyses toutes les infos que je viens de te donner, ça te dérange pas si je parle des sorties de la semaine ? Non, non, vas-y. Il y a un ouragan qui arrive. Il faut pas tarder. Agent Corbin pour le rapport. 600 millions, cargaison déchargée. Tout est là avec environ 300 millions de ses petits frères. C'est ta responsabilité. Je suis assez doué pour faire la babysitter de vieux billets. Vous faites partie de ces chasseurs d'ouragans ? Moi, je fais partie de ces météorologistes. Il y a un côté suicidaire chez les chasseurs d'ouragans. Les films catastrophes ont toujours eu des scénarios originaux et Hurricane ne fera pas exception. Non, je plaisante. Ces films sont tout pourris, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on les aime. Avec Hurricane, ne vous attendez pas à un renouvellement du genre, d'autant qu'à la réalisation, on retrouve Rob Cohen, auteur de Fast and Furious et Triple X. Vous voyez le niveau du type. Le speech, une équipe de braqueurs d'élite infiltre la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur objectif, un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, une convoyeuse de fonds, et Will, un météorologiste de génie, les deux finiront très certainement ensemble, devront donc unir leurs forces en utilisant les compétences de Will, parce que les femmes n'en ont aucune, c'est bien connu, pour survivre au milieu de cette tempête du siècle et empêcher les voleurs de parvenir à leur fin. Au casting, Tobey Kebbell, Mackie Grace, Ryan Quanten, Melissa Bologna et Ralph Ineson. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons inspiration, quelles sont vos influences ? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau-frère Charles Ch'ti, il a honte de nous, puis c'est tout. Hein. Une grosse rechute. Maman ! Oh, je suis content de te dire, hein. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Beaubourge, qui parle pas normalement ? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin ? Hein ? On va commencer plus simplement, hein. Qu'est-ce que c'est ? Un lopin ? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vrai. Une taube. Là. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Parmi les comédies françaises les plus attendues de cette fin février-début mars, La Ch'tite Famille de Danny Boone arrive certainement en tête. L'humoriste revient donc à ses origines, peut-être pour renouveler le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Le scénario, Valentin D et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch'ti que jamais. Au casting, Danny Boone, donc bien sûr, Laurence Arnay, François Berléand, Pierre Richard, Valérie Bonneton et Lynn Renaud. Les autres films en salle. Alors, tu vas acheter mes documents ? Je pense que je peux les revendre au studio Terrien pour un bon prix. Je t'en propose 6000 crédits orioniques. Tu rigoles ? Avec ces infos-là, tu peux te faire le triple. 8005. J'ai des hommes à payer, à nourrir, à armer. Ils n'ont qu'à se nourrir eux-mêmes. Quant aux armes, tu en achètes trop, Malus. Et franchement, pour ce que ça te sert, tu ne fais plus peur à personne depuis belle lurette. 7002. 7005. 7003. 7004. 7350. Conclu. Belle affaire, monsieur. Vous allez pouvoir m'acheter un nouveau code source plus puissant. Je vais chercher l'argent. Je reviens dans 5 minutes. Vas-y, je vais faire quelques critiques en attendant. Elle est sourde ? Muette, monsieur. Elle vous entend. Vous nettoyez ce labo, vous sortez. Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible à avoir jamais pénétré dans ce complexe. Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai ? Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça ?
Cette créature est intelligente, capable de langage, de capter des émotions. Le nouveau film de Guillermo del Toro, nommé dans 13 catégories cette année aux Oscars, crée l'événement tandis qu'il fait face dans le même temps à des accusations de plagiat. Cependant, avec La Forme de l'eau, le cinéaste mexicain continue d'explorer les relations entre humains et créatures extraordinaires, une cohérence filmique qu'on ne pourra pas lui enlever. En effet, que ce soit dans Le Labyrinthe de Pan, Dragon ou Hellboy, Guillermo del Toro a toujours aimé mettre en avant ce genre de rapport où l'homme est confronté à un imaginaire qui le dépasse à tel point qu'on ne sait jamais vraiment si ces longs métrages se déroulent dans notre monde ou un monde complètement fictif. Et La Forme de l'eau a cette même ambiguïté, car si l'environnement extérieur, la géographie des lieux, le contexte historique et les objets paraissent totalement être ceux de notre monde, les décors intérieurs, la féerie et poésie musicale ainsi que la mise en scène de créatures hors du commun laissent à penser le contraire. C'est aussi pour cela que j'admire autant la filmographie de Del Toro, cette facilité avec laquelle il peut nous faire croire que tout est possible, même dans la routine morose de notre monde, que la fiction n'est jamais très loin de nous si on sait regarder au-delà des frontières visuelles que notre cerveau dissimule, comme d'ailleurs le fait le personnage d'Elisa. La Forme de l'eau est donc un film entre deux eaux, entre deux mondes, racontant l'histoire d'une jeune femme de ménage, Elisa, qui tombe amoureuse d'un homme amphibien incarné par l'homme aux 1000 visages, Doug Jones. C'est dans un contexte de guerre froide que l'action a lieu dans un complexe militaire gouvernemental top secret de Baltimore où le colonel Richard Strickland mène des expériences sur la créature afin de prendre l'avantage sur la conquête spatiale alors que les Russes ont déjà envoyé un homme et un chien dans l'espace. Un scénario somme toute banal, mais La Forme de l'eau a des atouts qui le rend unique. Tout d'abord, c'est un film sur la communication. Le personnage d'Elisa étant muette, c'est donc à travers des gestes, le langage des signes, mais aussi à travers le regard que les liens entre elle et l'homme amphibien se créent. Et c'est toute l'interprétation de Sally Hawkins et Doug Jones qui donne la puissance à cette relation et la pureté qui s'en dégage. Des sentiments intimistes liés à la beauté morale, mais également du corps. La nudité est en effet quelque chose de très présent chez le personnage d'Elisa, tout comme la sexualité. C'est assez étrange d'ailleurs ces fortes pulsions sexuelles qui parsèment le film. Mais le réalisateur se sert du thème de la sexualité intelligemment, à la fois comme élément comique et comme élément malsain. Deux contraires qui provoquent un je ne sais quoi d'assez perturbant, notamment l'aisance avec laquelle Guillermo del Toro passe de l'un à l'autre. Concernant la réalisation, c'est du grand Del Toro, et c'est la proéminence de vert qui va ici caractériser son œuvre. Le vert et ses nuances, couleurs de l'espérance. Que ce soit les décors, les vêtements des personnages, l'eau dans laquelle est plongé l'amphibien, le vert parcourt la vie des personnages. Pour chacun, le vert est synonyme d'espoir. Pour Elisa, l'espérance d'une vie amoureuse et plus trépidante. Pour Gilles, l'espérance de retrouver son travail perdu. Une de ses peintures devra d'ailleurs passer du rouge au vert. Pour le colonel Richard Strickland, l'espérance de la reconnaissance. Et pour le général Hoyd, l'espérance de surpasser les Russes, etc., etc. La Forme de l'eau est donc un film sur l'espoir, mais aussi sur la différence. Une ode à la différence pour être plus précis. Mais cet hymne à la différence m'a un peu dérouté, à tel point qu'il m'a parfois fait sortir du film. Car si la relation entre Elisa et l'homme amphibien est touchante et sincère, cette même relation n'a pas provoqué en moi les sentiments que Del Toro cherchait à faire passer. Je n'ai trouvé à cette relation aucune crédibilité. Non pas dans le jeu, mais dans la mise en scène. L'amour entre eux était peut-être un peu de trop, se limiter à une amitié profonde m'aurait sûrement davantage plongé émotionnellement dans leur relation. Mais ici, c'est surtout une question de sensibilité et l'essentiel, c'est de retenir que malgré la différence, chaque être humain peut aimer sans aucune limite, au-delà d'un physique, d'une contrainte, d'une immoralité sociétale. Pour finir, j'ai trouvé la fin du film un peu facile et pas d'une grande originalité. Les happy endings m'ennuient un peu. Cependant, la séquence finale du film est sublimissime. Elisa possède des griffures, 3 sur le cou, de chaque côté me semble-t-il, et l'homme amphibien va les transformer en branchies pour qu'elle puisse vivre avec lui dans l'océan. Il n'y a d'ailleurs aucune explication sur la provenance de ces cicatrices, comme si le destin les avait placées là pour cette finalité, et comme si Del Toro nous disait « Dieu a un rôle pour chacun de nous ».
En conclusion, La Forme de l'eau mérite bien ses 13 Oscars et on retiendra surtout la création de Del Toro pour sa justesse dans la mise en scène, la photographie de Dan Lossen, les décors de Nigel Churcher et la musique poétique d'Alexandre Desplat qui est capable du meilleur comme du pire et heureusement pour le film, ici c'était pour le meilleur. Pour le reste, comme je le disais plus haut, cela sera question de sensibilité, de ressenti propre à chacun. On n'a pas affaire à des voleurs ordinaires, les mecs. La Réserve fédérale, la seule banque à n'avoir jamais été braquée. C'est pour ça qu'on va le faire. Ce ne sont pas de simples braqueurs. La National Hollywood Bank, la banque Laguna. Si on coince ces gars, on résout toutes ces affaires. C'est eux qu'il faut qu'on chope. 800 milliards de dollars là-dedans. Tu sais ce que ça veut dire? Que je fais partie d'un gang, sauf que nous, on a des plaques. Ce qui veut dire aussi que t'es foutu. Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs multi-récidivistes va tenter l'audacieux tour de force de mettre la main dessus. Mais ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui n'a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour coincer ces gangsters prêts à tout. Mon avis, le film est sans conteste l'un des meilleurs films de braquage de ces dernières années. Peut-être pas pour sa technicité et sa complexité à réaliser un plan d'attaque, mais plus pour sa narration. En effet, le film aurait pu se contenter d'un film de braquage classique d'1h30, mais avec 2h20 au compteur, Criminal Squad s'attarde sur des petits détails donnant à la production de Christian Gutgast un aspect plus prenant, aussi bien humainement que physiquement. Bien sûr, le long métrage n'est pas exempt de défauts, loin de là. C'est surtout la promesse d'un film coup de poing avec des flics pas très catholiques qui n'est pas réellement tenue. La promotion de Criminal Squad était en effet basée sur le fait que l'équipe policière, dirigée par Gerard Butler, était elle aussi la grande méchante de l'histoire et je m'attendais donc à un film plus brutal et sanglant. Cependant, les deux scènes majeures de fusillade sont particulièrement bien filmées et les plans extrêmement dynamiques permettent de se sentir très investi dans ces séquences-ci. Un sentiment dû également à un mixage son ultra réaliste. À noter également des fondus enchaînés très propres lors des rares séquences de course-poursuite que compte le film, procurant des sensations à la fois actives et entreprenantes qui manquaient parfois à Baby Driver. Autre déception, Criminal Squad manque d'une conclusion pour certains protagonistes comme celui incarné par Gerard Butler. Mettre en scène la vie privée et les difficultés familiales d'un personnage peut être intéressant, mais ne pas offrir une véritable fin à une histoire que l'on suit depuis près de 2 heures donne l'impression que le réalisateur a surtout voulu combler des vides scénaristiques pour atteindre son objectif de 140 minutes. A l'inverse, des antagonistes tels que Pablo Schreiber n'ont pas du tout de storyline développée. Un poil long, Criminal Squad n'en reste pas moins un petit film de braquage bien sympathique qui vaut surtout pour son dénouement final et son rebondissement inattendu. Restera malgré tout un petit goût amer d'un long métrage qui n'aura pas joué à fond la carte des méchants flics et l'on passe donc à côté d'une production plus barbare et bestiale. Monsieur, il semblerait que Malus vous ait trahi. Je vous conseille donc de partir au plus vite. Qu'est-ce que tu racontes? Puis j'ai pas fini mon assiette. Ah bah c'est trop tard. Capitaine Cinemax, vous êtes en état d'arrestation pour vol de documents cinématographiques galactiques, détournement de fonds, coups et blessures sur des membres de la garde terrienne chargés de la sécurité des informations cinématographiques, chantage et extorsion sur plusieurs races aliens sous la protection de la Terre. Ouais, vous pouvez vous arrêter là, je crois que tout le monde a compris. Cependant, je suis au regret de vous informer que mon arrestation n'est pas à l'ordre du jour. Téléportation! Impossible, monsieur, je viens d'être encerclé par des vaisseaux de la garde sortis de l'hyperespace à l'instant même. Vous êtes plus rapide que je le pensais. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut rattraper le capitaine Cinemax. D'ailleurs, si l'envie vous en prenait, sachez que la taverne est également encerclée par une 50aine de mes hommes et que certains des plus grands criminels qui se trouvent ici sont sous ma coupelle. Bande de nazes sans testicules. Bon. Je me rends, mais j'espère que ça jouera en ma faveur, hein. Et c'est ainsi que le grand et l'unique capitaine Cinemax fut emprisonné sur Terre, dans une prison de haute sécurité, attendant son jugement devant une cour suprême. Le capitaine Cinemax parviendra-t-il à s'extirper de ce mauvais pas? Est-ce la fin de l'émission Cinemax? Qu'adviendra-t-il de Vic? La radio rebelle on air est-elle en danger? Réponse la semaine prochaine.